Bienvenue au Polysécure, épisode plus grand public. Je suis avec Laurent. Bonjour Nicolas Loïc, bonjour à tous. Ça va bien? Très bien, merci. Et vous? Très bien aussi. Donc, on aborde le troisième chapitre de ton livre qui est Protéger ses données à la frontière de l'espace physique, qui est dans le fond une suite, c'est logique, des deux chapitres précédents qui nous ont quand même sensibilisé à un certain nombre de préoccupations. Là, on embarque plus dans le comment on doit agir et comment on doit faire plus attention de façon directe à nos données. La première question que tu poses dans ton livre, c'est puis-je me protéger à 100%? Alors c'est vrai que c'est le rêve d'une grande partie d'entre nous. Quand on voit un petit peu des endroits reculés, ça nous donne des envies de vacances, de déconnexion, etc. Mais en réalité, cette déconnexion, c'est vraiment un idéal. On ne peut ni se déconnecter complètement, ni échapper aux données nous concernant sur Internet. Donc non, on ne peut pas se protéger à 100%, mais on peut développer un comportement qui va agir comme quand même un bouclier. Je dirais aller à 90-95% quand même, c'est pas rien. Effectivement, de toute façon, si tu le mentionnes bien, c'est relativement impossible. Même les administrations publiques nous exigent maintenant à nous numériser pour le traitement de nos dossiers. Juste le fait que j'ai eu à traiter des documents numériques pour mon passage en Europe, tout était numérique, j'avais aucun espace papier sur des sites web sur lesquels j'ai certaines inquiétudes sur la sécurité réelle qui est en dessous, mais ça c'est pour un autre épisode. Mais oui, j'aime bien ton sourire. Puis là, c'est ça, ça nous amène sur quels sont les réflexes qu'on doit abandonner, justement, qui sont typiquement beaucoup plus dangereux puis qui nous amènent vraiment à nous compromettre nos informations davantage. Alors, c'est vrai qu'il est impossible de se connecter complètement du numérique dans nos sociétés occidentales. Même les personnes qui n'utilisent pas Internet ne peuvent dire « j'ai pas de données à protéger, je m'en fiche complètement ». C'est pas possible parce que, comme tu l'as dit, rien que par notre naissance, notre seule inscription au registre d'état civil, commence en fait la création de notre entre guillemets identité numérique, parce que ça prend en réalité un autre sens, mais on existe, qu'on le veuille ou non, sur des bases de données de l'administration, donc pour le coup, et dont on n'a pas en charge soi-même la sécurité. Alors, on est obligé de compter sur celle des bases de données en question, mais en dehors de ça, la plupart d'entre nous, on utilise quand même Internet. On est obligé, du coup, de s'inscrire ou de remplir des documents en ligne. Et rien que là, il y a des réflexes qui doivent être abandonnés et d'autres qui sont à adopter. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour changer une habitude, on compte en général 3 semaines. Peu importe de quel type d'habitude il s'agit. Et là, 3 semaines pour se garantir, élever sa sécurité, c'est quand même plutôt gratuit. Donc, quel réflexe on abandonne? C'est celui, par exemple, de ne pas utiliser des messageries chiffrées. On va chercher de la messagerie solide, un petit peu comme ProtonMail, qui a été popularisée d'ailleurs par une série américaine, si je ne me trompe pas, qui est l'une des messageries chiffrées les plus sécurisées qui existent. RiseUp aussi, mais là, il faut se faire parrainer. Ouais, je vais faire une petite parenthèse sur ProtonMail, justement, en parlant de sécuriser. Ça a été, ils ont été audités publiquement, fait que ça nous permet d'avoir une garantie au-delà de juste qu'ils disent on a un tiers parti qui a vérifié cet élément-là. Et de plus, il y a eu un cas publicisé maintenant d'une demande américaine, dans ce cas-ci, d'information de chez ProtonMail avec un mandat qui était légal et propre, au sens où il n'a pas été abusif, comme les Américains ont tendance à le faire. Et ce que ProtonMail a réussi à fournir, et la seule information qu'ils ont été capables de retourner, c'est que l'individu existait dans leur système et la date de création du compte. Les autres informations étaient effectivement protégé, même contre un mandat américain dans ce cas-ci. Fait que c'était très important à souligner que ça a une valeur réelle et c'est pas juste de la fiction qu'on se fait compter parce que WhatsApp, justement, tu t'en allais, a dit longtemps que c'était protégé, mais dans le fait, c'est pas tant protégé, là.
Ah, effectivement, les messageries chiffrées commencent un petit peu à avoir le vent en poupe avec toutes ces problématiques de protection de données, de piratage, et cetera. Et c'est une très bonne nouvelle que ProtonMail, du coup, ait réussi à préserver en fait la confidentialité des données de ses usagers, pour le coup. Alors, un autre réflexe qu'il faut éviter, c'est cliquer abusivement et systématiquement sur j'accepte tous les cookies sur tous les sites sur lesquels on va. Imaginez, vous visitez 300 sites différents par jour, ce qui est tout à fait possible, surtout quand on travaille sur ordinateur. À la fin, vous risquez d'avoir 300 et beaucoup plus d'ailleurs avec les cookies tierces, petits fichiers texte qui renvoient en fait des données sur ce que vous faites en ligne. Donc ça fait beaucoup, mais la confidentialité, donc non, on ne clique pas systématiquement sur j'accepte tous les cookies. On cherche des alternatives, on cherche à se renseigner et si on peut, on refuse carrément en fait, les cookies, sauf ceux qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site. Oui, ben ça, c'est apparu avec la présence du RGPD en Europe. C'était cette surabondance de questions qui nous est posée maintenant quand on accède à la plupart des sites. Malheureusement, la PL 64 a abandonné cette rigueur-là que le RGPD avait, là, l'équivalent québécois de cette règle-là. C'est un peu dommage et les acteurs ici sont un peu tristes, mais en même temps, comme utilisateur, c'est un peu lourd et tu le mentionnes clairement dans ton livre, c'est très tentant parce qu'il nous donne le bouton vert et accepter tout et le bouton rouge qui est généralement perçu comme négatif, c'est tout refuser. Donc, dans le cognitif des gens, on va avoir tendance justement à cliquer, puis je suis coupable comme bien des gens, des fois, c'est trop long, je clique tout accepter sans considération aux conséquences que tout ça peut avoir. C'est ça, on ne peut pas se cacher qu'il y a eu de la mauvaise volonté quand même de la part de certains éditeurs, où forcément cliquer sur j'accepte tous les cookies était extrêmement facile, le bouton vert, allez c'est parti, on s'en débarrasse, et refuser les cookies, on était parfois obligé de décocher une à une les lignes qui indiquaient de quel type de cookies il s'agissait, pour quoi faire, etc. Aujourd'hui, alors normalement, même si tout le monde n'est pas encore en conformité, il doit être aussi facile de refuser les cookies que de les accepter. Mais on a vu apparaître du coup des sites à qui la justice a donné raison, qui proposent plutôt de s'abonner. Soit vous acceptez les cookies, soit vous acceptez de vous abonner pour telle ou telle période, donc de payer. C'est une manière très intéressante d'ailleurs de montrer que les données personnelles, enfin les données tout court aussi collectées, ont une valeur pour le coup. Ben, absolument. Puis c'est ça que les gens oublient, c'est que quand il y a de la gratuité, surtout quand on reçoit du contenu, la gratuité n'existe pas, mais elle n'a jamais existé. Soit c'est inclus dans un abonnement qu'on a payé ailleurs, soit c'est nous qui est revendu, c'est l'information. Puis les cookies sont justement le levier utilisé par les grands data brokers dont Facebook fait partie de façon directe et indirecte, justement à récolter ça et à monétiser la valeur de ces services et dans le fond de nous vendre librement sur le marché des data brokers. C'est tout à fait ça. La fortune, les 55 milliards annuels de Facebook, c'est basé sur ce marché de la donnée, pour la majorité. Après, un réflexe à abandonner, c'est aussi ne pas couper sa géolocalisation. Souvent, on utilise Waze, par exemple, pour ne pas en faire la publicité pour autant, pour se rendre d'un point A à point B. L'application a besoin de la géolocalisation et puis on oublie de la couper ensuite ou alors personne ne s'en inquiète et puis la géolocalisation est en permanence activée sur le terminal. C'est une erreur qui est absolument énorme puisque les déplacements des personnes font partie des données les plus, je vais pas dire sensibles, je vais dire parlantes pour identifier une personne, ses habitudes, son niveau de vie, voilà et d'autres informations ensuite. Et en Oui, parlant de... Pardon, ça va un peu plus loin. Tu mentionnes Oise qui appartient à Google d'ailleurs. Fait que tout ce complexe de Google-là est maintenu. Puis on le voit beaucoup dans Android où la position, puis c'est là où ça devient très problématique, c'est que Android va divulguer de l'information supplémentaire à Google sur la présence des appareils à des endroits, dont un artiste avait testé un moment donné cette notion-là en mettant un chariot plein de téléphones cellulaires Android. Et parce que Google a détecté la présence de ceux-là, a indiqué que cette artère-là de circulation était bloquée.
avec une trop grande charge d'automobiles. Donc, il a fait dévier toutes les automobiles. Donc, il n'y avait plus d'automobiles qui circulaient sur cette rue-là, puisque Google indiquait à travers Google Maps ou Waze d'aller traverser dans d'autres avenues. Donc, c'est à quel point ça a une influence, oui, sur notre vie, mais ça a une influence sur l'ensemble de comment le système autour de nous fonctionne et à quel point ça peut nous mettre dans le pétrin. Puis pour la mention de la localisation, parce que là, aux États-Unis, il y a beaucoup des mandats inversés qui appellent, c'est-à-dire qu'ils vont demander à Google, entre autres, de faire du geofencing, c'est-à-dire que toutes les personnes situées dans un tel territoire vont être données au corps de police. Donc, ils sont capables je vois fait que sont capables de choses. Fait que même si tu n'as aucun lien avec ça, avec le crime qui a été fait, ils vont repérer pendant de telle date à telle date toutes les personnes qui étaient dans un périmètre défini. Puis il est arrivé un cas où un homme s'est fait accuser de façon injuste et non fondée parce que son chemin était régulier dans cette zone-là et c'est avéré que son cycle de vie normal, parce qu'il faisait du vélo, l'a amené sur le chemin du crime qui s'est perpétré. Donc, il y a eu des problèmes avec la justice jusqu'à temps qu'il soit reconnu que c'était une erreur d'interprétation, là. Oui, ce sont des choses qui peuvent aller loin. Maintenant, des éléments de cette nature conduisent effectivement des gens en garde à vue, en prison même pour quelques semaines. On a vu ça aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. On oublie que ce sont des outils qui sont en réalité créés avec des biais initiaux et qu'il faut absolument un contrôle, un regard humain derrière en permanence, en amont et en aval. Absolument. Comme toute la notion d'intelligence artificielle et ainsi de suite, c'est juste des aides à la décision. Ça ne remplace pas la décision d'un humain, justement, pour qu'on puisse faire un sain jugement de ce qui est arrivé, pour qu'on puisse mettre en contexte que des fois, l'intelligence artificielle n'est pas capable de remettre en contexte. Elle est humaine, en fait. Donc, elle est forcément biaisée avec les erreurs des humains qui l'ont créée. Ensuite, donc voilà, il y a aussi cette notion de paramétrage des applications en général pour réduire du coup les données qui sont transmises. Ne pas paramétrer ces applications est un réflexe extrêmement dangereux qu'il faut absolument modifier, surtout avec le nombre d'applications que l'on a sur ces outils numériques, notamment les smartphones, qui sont un prolongement visiblement de nous-mêmes, de nos données. Ils en savent parfois même plus que nous sur ce que nous faisons, sur ce que nous sommes, ce à quoi nous pensons, que nos proches. C'est assez intéressant de ce point de vue-là, mais on va essayer de ne pas tenter le diable. Et juste pour faire suite au paramétrage des applications, il y a bien évidemment le fait de ne pas effacer ses traces après une petite séance de surf sur Internet. Il faut systématiquement effacer les données de navigation qui sont contenues dans le navigateur à chaque fois que l'on a fait une recherche ou un travail, etc. Ne pas effacer ces traces sur le navigateur après une navigation était un réflexe qui était dangereux en matière de protection des données personnelles et que c'est un geste à prendre systématiquement. Je le fais tous les jours. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais même plusieurs fois par jour. Mais j'encourage les personnes à le faire au moins à la fin de la journée. Puis c'est là, c'est l'effort, c'est parce qu'il faut faire un effort. Puis c'est ça qui au bout du compte, très compliqué. Je sais qu'avec Firefox, puis ça, je l'utilise, à la fermeture du chose, tous les cookies, entre autres, se retrouvent à être effacés. Donc, on a des méthodes qui existent de plus en plus pour inclure ça sans avoir à forcer, sans avoir nous-mêmes à devoir faire le travail que le navigateur web, dans ce cas-ci, fasse ce travail pour nous et donc de nous débarrasser de nos propres traces. Mais là aussi, il faut arriver à paramétrer le navigateur puisque les paramètres sont par nature, peu importe de quoi il s'agit, d'un nouveau Wi-Fi, d'un navigateur ou autre, réduits au minimum. Il faut aller dans son navigateur et paramétrer à la fois les cookies, interdire le suivi, etc. Et effacer les données de navigation à la fermeture du navigateur. Effectivement. La grosse erreur que font les mortels, on ne peut pas leur en vouloir non plus, c'est en fait de négliger l'hygiène numérique par fainéantise, on ne va pas se faire des amis, mais c'est un petit peu ça quand même. On n'a pas envie de perdre quelques secondes, puisque c'est quand même une affaire de secondes, pour se protéger, et pourtant c'est bien nécessaire.
Oui, puis l'autre partie, c'est le manque de connaissances aussi, ou l'incapacité de mesurer le risque de l'exposition de nos données. Puis justement, c'est un aspect très important que tu amènes dans la question 23. Puis c'est pourquoi il faut faire attention, puis c'est quoi les questions qu'il faut se poser justement avant de tomber dans le piège. On parle de faux sondages, entre autres, on parle de plus en plus sur Facebook, ce genre d'éléments-là, et quelle est la valeur de l'identité qui est récoltée. Donc, comme on voit qu'il y a de l'argent rassocié à ça, ben c'est sûr que les criminels et les malveillants sont très tentés par notre identité et nos Oui. informations. Je dirais qu'il existe un exemple, par exemple, un exemple dans l'exemple, qui est assez ancien. En fait, ce sont les grandes enseignes d'hypermarchés et autres. En France, c'est Carrefour, Leclerc, Intermarché, qui souvent, aux personnes, à leur clientèle qui ont ou non d'ailleurs une carte de fidélité, ils proposent de gagner un voyage. Aller 3 jours dans tel pays, etc. Donc pour des personnes qui ont un pouvoir d'achat relativement faible, c'est forcément extrêmement tentant puisqu'il y aura forcément un gagnant. Néanmoins, les personnes ne se rendent pas compte que toutes les données personnelles qu'elles rentrent, enfin, qu'elles inscrivent, pardon, sur le petit papier sont rentrées justement dans des fichiers et exploitées. Voilà. Et il n'y a que un parmi des milliers de personnes qui va remporter ce petit voyage. Alors, est-ce que ça vaut le coup de voir ces données enregistrées dans des fichiers où on ne connaît pas le degré de sécurité, on ne sait pas vraiment, ou du moins à l'époque, on ne savait pas du tout ce qui en était fait, pour une chance sur plusieurs milliers. C'est un petit peu réduit comme pourcentage. Après, pour gérer ces données, je dirais qu'il faut les traiter comme les données que l'on a dans son portefeuille physique. Est-ce que vous allez donner votre carte d'identité au premier clampin qui vous la demande? La réponse logique, c'est non. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait sur Internet. On nous a énormément habitués à se conformer, à agir de cette façon-là. On l'a mentionné avec les cookies, entre autres, où on va accepter parce qu'on veut juste se débarrasser du problème et accéder à l'information qu'on désire. C'est le même élément. On nous demande des choses. Tu fais référence aussi dans un des, je me rappelle plus lequel de tes questions de ce chapitre-là, sur le fait qu'on arrive sur, c'est le racket des données. Justement, quand on arrive dans un commerce, puis on arrive pour obtenir le coupon, le ticket caisse, puis là, ils nous demandent une adresse courriel. On est encore dans cette... Puis là, les gens vont, la plupart, dire sans aucun souci, ils vont donner l'information. Et donc, cette information se retrouve dans une base de données ensuite, qu'on ne sait généralement pas ce qu'elle fait, puis on ne sait pas si elle est bien sécurisée, puis ensuite, on est sollicité commercialement par des publicités dans nos courriels et du sans compter les enseignes auxquelles ils revendent aussi éventuellement les données. Alors, c'est la toute dernière question qui traite de ça, du racket des données personnelles. Mais il faut effectivement toujours avoir à l'esprit que ces données ont une valeur marchande. C'est ça le plus important. Pourquoi quelqu'un s'intéresse à nos données? C'est pas parce que ça lui fait plaisir en fait de savoir qu'on aime les t-shirts jaunes. C'est parce que cette donnée va être exploitée, analysée, corrélée, utilisée, revendue. Ce sont des données qui comptent pour certaines personnes, même si nous, on n'en a pas le sentiment. Donc, toujours avoir à l'esprit que ces données ont une valeur marchande. Et quand quelqu'un ou un organisme d'ailleurs demande ces données-là, il faut systématiquement s'assurer de l'identité de cet organisme, de la personne aussi qui demande les données, pourquoi elle les demande. Ensuite, regarder de quelle façon il est possible d'exercer ses droits, parce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire, et vérifier si on peut, en tout cas, quelle sécurité est appliquée. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est la raison pour laquelle les données sont collectées. Le RGPD a un principe de minimisation, en fait, des données. On n'a pas besoin de savoir que vous aimez les glaces à la vanille et au café pour vous vendre une machine à crêpes, par exemple. C'est un peu tiré par les cheveux, mais dans l'idée, c'est ça. Bon, on a souvent justement des fiches chez ces commerçants-là qui nous amènent à justement divulguer des informations complémentaires parce qu'ils veulent probablement bâtir un profil pour pouvoir être capable de nous solliciter ou nous
manipulait à la limite pour nous faire acheter des bidules ou des objets supplémentaires de ce commerçant-là. Ça, c'est profiter un petit peu de la naïveté globale du consommateur, puisqu'il faut quand même le dire, hein, le fait de donner ces informations de manière irréfléchie fait quand même aujourd'hui partie de ce qu'on peut appeler une forme de naïveté. Euh, mais c'est aussi influer sur le comportement du consommateur. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux, vicieux, que l'on voit de partout, notamment sur les réseaux sociaux aussi. C'est parce que votre profil dit ça de vous qu'on va vous envoyer telle chose pour vous pousser à faire telle chose, à dire telle chose, à réagir à telle chose, à acheter telle chose. On est vraiment dans l'état de commercialisation totale ultime, puis Amazon n'est pas, pas, pas très propre dans ses manœuvres, mais Facebook ne l'est pas plus. On l'a vu au niveau des élections américaines, mais même chose, les dernières élections françaises aussi, il y a eu une couple de manœuvres qui ont été exécutées qui sont, en dehors de la loi électorale française, justement pour créer des situations inconfortables pour les candidats, et laquelle justement il essaie de manipuler l'électorat pour dans une direction qui est pas voulue là. Oui, je crois qu'ils ont essayé de faire quelque chose, mais trop tard. Ils n'ont pas dû s'entendre en fait sur la manière de le faire, et puis ils ont raté le coche. Tant pis pour eux, hein. Ouais, ben à ce moment-là, ça a été particulier. Mais ce qui avait été très drôle, puis anecdote, parce que au Québec, on a des institutions qui ont à peu près les mêmes noms que les institutions en France. Donc, les Russes, à ce moment-là, attaquaient des institutions au Québec en pensant que c'était des institutions françaises dans le contexte des élections. Là. Fait que ça avait créé un peu de gravuge chez certains, parce que pour certains de mes amis qui travaillent dans ces institutions-là, puisqu'ils ont dû réparer des dommages faits par les Russes, mais dans un contexte, si vous voulez faire ça en France à ce moment-là. Fait qu'on est des dommages collatéraux de ces éléments-là. Mais il revient que c'est tout cet élément de manipulation-là des masses qui veut être fait par ces compagnies-là, souvent de façon mercantile, pour nous vendre des informations. Facebook, c'est vendre des idées puis vendre des publicités, mais pour d'autres qui achètent les espaces publicitaires, c'est vendre leurs produits, vendre leurs services. Puis justement, peut-être pas dans un contexte où on en a réellement besoin, où on devient à la limite, on perd un peu notre libre arbitre au sens où c'est cette matraquage-là d'informations qui nous est donné vient changer notre perception de l'univers et de nos choix politiques, entre autres, là, si on parle des élections américaines. Au niveau des élections, oui, mais j'ai eu un constat très intéressant sur des enfants. Les enfants d'une amie qui n'ont pas de télévision et qui n'ont toujours pas le droit au smartphone. Et les enfants d'une autre qui, eux, ont la télévision à la maison, l'accès à l'ordinateur, ont quasiment tous un téléphone, etc. Comme plusieurs dizaines de millions de foyers. Et certains, les plus grands, ont déjà un smartphone. Leur manière de penser, de fonctionner et même de réagir face à des sollicitations extérieures est extrêmement différente et ils sont beaucoup plus influençables, ceux qui ont accès justement aux outils numériques. Les autres, c'est assez marrant à voir et ils ont tout de suite une réflexion. Pourquoi pourquoi, comment, à chercher à comprendre vraiment d'où ça vient, qu'est-ce que ça va devenir. Donc ça, ce sont des choses qui commencent extrêmement tôt et la manipulation commence en fait dès le plus jeune âge, dès que les enfants vont sur YouTube regarder des vidéos ou faire autre chose. C'est plutôt inquiétant et on a abouti en fait à des adultes qui se laissent influencer de cette manière-là pour des choses beaucoup plus graves que sont des élections. Oui, c'est intéressant cette comparaison-là. C'est sûr que statistiquement, c'est pas représentatif, mais quand même un signe de ce changement-là. Pour mes enfants, il y a sur les trois, ils ont des approches différentes face à ça. On a plus allé dans la liberté, donc on les laissé choisir. Sur trois, il y en a une qui est beaucoup moins intéressée ou attirée par ces choses-là. Et donc, effectivement, elle rejoint le questionnement que tu mentionnes où elle est beaucoup plus suspicieuse face à ce qu'elle voit, à ce qu'on lui propose. Elle pose des questions. Elle est pas tendance à adhérer rapidement à ce qu'on lui dit, sans un sain questionnement. Quand les deux autres sont un peu plus souples et plus prompts à absorber ce qu'on leur dit sans plus de questionnement que ça.
Donc, c'est effectivement, là, même si encore là, c'est pas statistiquement représentatif, ça montre quand même cette différence-là, mais qui est genre, en tout, j'ai l'impression, est innée parce que ces trois-là sont exposés sensiblement à la même situation et ont quand même trois comportements différents face à l'absorption de ces données-là ou cette manipulation-là qui leur est faite là, à travers TikTok, Snapchat et ainsi de suite. Là. Après, l'avantage, c'est qu'ils ont des parents qui ont l'air déjà très sensibilisés, ce qui n'est pas courant non plus. Ouais, ben c'est ça, là. Sont largement, ils ont régulièrement une discussion sur ce qu'ils diffusent, comment ils diffusent, puis pourquoi ils diffusent. Donc ça, ce volet-là de diffusion, au moins, on est moins inquiet que d'autres parents devraient être beaucoup plus inquiets de ce que leurs enfants font sur ces médias sociaux-là et sur ces éléments comme TikTok, entre autres, là, où cette démonstration et ce goût de toujours vouloir plaire à tout le monde qui vient un peu, à mon avis, dévier la perception de comment on aborde la vie. Plutôt que d'être bien comme on est, ben là, on est bien quand les autres nous aiment. Donc, c'est un peu, je trouve ça malsain, personne. Mon éditorial sur le sujet. Fait que ce genre de choses. Je vais te laisser continuer avec où tu dirigeais, là. En termes de comportement, on avait déjà regardé un petit peu la question des cookies et s'il était possible de les éviter. Oui, c'est très difficile à effectivement de s'en sortir parce que les sites vont cesser de fonctionner. Ça, c'est malheureusement une déviation. On va passer plus à comment conserver ces données de manière sécurisée. Alors oui, effectivement, on a tous des données numériques qui sont à conserver, surtout quand on commence à recevoir des fiches de paie de manière uniquement numérisée. Pareil pour les impôts, les documents médicaux, etc. Donc, il faut trouver des façons sécures, qu'elles soient d'ailleurs sur un support amovible, sur le terminal ou sur le cloud. Chacun, en fait, a ses avantages, ses inconvénients, mais il ne faut pas oublier qu'on dit souvent qu'une information qui n'existe pas au moins 3 fois de façon numérique n'existe pas. Donc, sur le cloud, c'est un choix qui vraiment doit être personnel. Personnellement, je ne le fais pas d'ailleurs. On appelle ça le cloud computing. C'est-à-dire que sur son ordinateur, on peut avoir une sauvegarde automatique, par exemple, pour un coût assez moindre sur un cloud et puis retrouver ces données, peu importe le terminal qu'on utilise. C'est pratique, ça ne prend pas de place, sauf dans les data centers, donc ça consomme quand même de l'énergie, il ne faut pas se mentir. Mais c'est surtout exposé à des vulnérabilités dont Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst et autres on en fait les frais en 2014 lorsque le iCloud d'Apple a été piraté et leurs photos ont été volées. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, le cloud a ses inconvénients pour le coup, mais notre terminal classique aussi. L'ordinateur peut être perdu, volé, subir une panne irréparable. Et on a l'autre option qui est le support amovible. Alors, je recommande quand même d'avoir ces données à 2 ou 3 endroits différents. Elles sont forcément sur notre terminal et elles peuvent être donc aussi sur un ou deux supports amovibles que l'on ne connecte à absolument rien d'autre, évidemment, pour ne pas risquer de choper des virus. Pas le Covid, mais des choses un petit peu plus détestables pour les données. Ce sont donc des clés USB, des cartes SD, des disques durs, ça dépend toujours ce qu'on a conservé, et qui ne se trouvent bien évidemment pas au même endroit que le terminal. Si la maison brûle, c'est dommage, on perd tout, le terminal et le support amovible. Ouais, c'est beaucoup plus brutal la quantité de pertes. Là, on va parler de façon, on sont dans un espace personne dont les photos numériques maintenant, qu'on est quasiment juste sur ça. On perd une quantité énorme de photos si la maison brûle et on n'a justement pas de copie. Puis la règle, puis là, ça rejoint un peu ce que tu mentionnes parce que d'un point de vue entreprise, on va nommer c'est la règle 3-2-1. C'est-à-dire c'est 3 copies sur 2 médias différents puis 1 hors ligne. Voilà, ça vient exactement rejoindre ce que tu dis. Dans des règles qui sont plus normées d'un point de vue entreprise. Mais le 1 sur copie hors ligne est d'autant plus important maintenant parce que les virus viennent détruire ou rançongicialiser nos choses. Donc, les chiffrer contre une clé qu'on ne possède pas. Donc, pour se prémunir contre ces éléments-là, effectivement, il faut que les données soient
physiquement non relié à un terminal qui est relié à Internet, parce qu'on est tous reliés à Internet maintenant. Là. C'est exactement ça. Euh, Après, quand on conserve ces données en ligne, c'est aussi bien d'éviter les plateformes qui ne sont pas européennes. Euh, Elles sont censées être conformes au RGPD, mais c'est parfois un peu difficile de savoir vraiment ce qu'elles font. Alors, il y a d'autres options en plateforme européenne, des choses qui sont recommandées aussi par la CNIL. On a OVH, il y a aussi COSI, Outscale qui sont plutôt pas mal. Et puis, bien évidemment, le comportement primordial, systématique à avoir, c'est de chiffrer ces supports. Je ne dis pas crypter, ne pas confondre le terme, je parle bien de chiffrer. Chiffrer dit que l'on possède la clé, qu'il ne faut pas Oui. oublier, bien évidemment, ni coller un post-it sur le disque dur avec le mot de passe. Ouais, effectivement, j'ai eu une histoire où j'ai perdu une de mes copies de sauvegarde, justement, était chiffrée et je n'ai pas retrouvé la clé. Fait que le dit copie a été perdu éternellement. Pour moi et pour tout le monde. On a celle-là, ça a cet avantage. Au moins, quand on le perd, on le perd pour plus longtemps. Mais si on parle du terminal lui-même, effectivement, c'est important. Autant le smartphone, iPhone, c'est automatique. Android, il faut faire une manipulation pour assurer que le contenu est chiffré. C'est important de le faire. Je sais qu'avec Knox sur Samsung, c'est plus facile d'y arriver. Sinon, même chose pour les ordinateurs portables qui sont justement, on se promène avec eux, donc plus facile à perdre, plus facile à voler. Donc, c'est important que le contenu soit également chiffré pour pas que quiconque ramasse le dit équipement puisse voir accéder à l'ensemble de notre vie privée parce que on conserve énormément, mais plus sur les smartphones que sur les ordinateurs, mais quand même, les ordinateurs portables, on a quand même énormément d'informations qui nous représentent. Là. Tout à fait. Alors, pour chiffrer, il y a des outils. Celui que j'aime bien, c'est VeraCrypt, qui chiffre tous les dossiers. Après, j'ai une petite technique qui est assez amusante pour conserver ses mots de passe pour ceux qui ont des petits soucis de mémoire. C'est l'encre sympathique. Vous savez ce que les enfants s'amusent à faire parfois avec des crayons qui écrivent du coup à l'encre invisible et le mot n'apparaît que avec de la lumière bleue. C'est assez drôle. On pourrait noter des informations dans son agenda ou quelque part sans que personne n'y ait accès pour le coup, sauf avec cette petite lampe bleue. Effectivement, ou les gestionnaires de mots de passe aussi sont un excellent moyen d'arriver à là parce que c'est si possible d'alterner les mots de passe sur les différents stockages qu'on a parce que si on utilise le même partout, ben c'est comme avoir une clé maître et on est capable d'ouvrir partout. Donc, on n'est pas avancé si quelqu'un vient à trouver le dit mot de passe. Puis généralement, il va être plus facile à retenir que les mots de passe qu'on fait par ces outils de gestion des mots de passe, OnePassword, LastPassword, KeePass, et ainsi de suite, qui sont tous des outils disponibles. Puis il y en a plusieurs de plus ou moins intéressants, puis informez-vous, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins privés dans leur fonctionnement. Là. Mais ces outils-là nous permettent justement de nous aider à ne pas perdre le mot de passe comme moi ça m'est arrivé par exemple. C'est vrai. KeePass, effectivement, il est plutôt reconnu. Quitte à utiliser des outils, faites attention à ce que ce soit des outils qui soient bien connus, bien entendu. Après, j'ai tendance à davantage préférer l'utilisation de la mémoire, j'avoue. Oui, mais ça, on va avoir l'occasion d'en parler dans un autre contexte, mais nos informations, là, c'est un sujet un peu plus glauque, c'est que si on en vient à un problème où on perd la mémoire ou on est dans une situation médicale qui nous permet pas de ramener ça, il y a un certain nombre de ces informations-là qui doivent être accessibles à nos proches ou à des choses. Donc, il y a comme une frontière dans ce moment-là qu'il faut justement maîtriser, mais on en parlera dans un autre contexte le cas où on a besoin de donner des clés à d'autres gens. Alors, avec plaisir, parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'on ait les personnes, nos proches qui s'occuperaient de nous dans une telle situation. Il suffit de se rendre dans les administrations concernées avec le justificatif et elles donneraient les informations nécessaires. Quitte à donner la clé à quelqu'un d'autre, je reste sceptique, mais effectivement, on en discutera une prochaine fois. Oui, ça va être un sujet très intéressant, puis on va basculer sur l'autre question, le deep web, dark web et tous ces endroits un peu plus justement glauques, mais pas glauques parce que ça a lieu avec notre vie, mais c'est glauque parce que c'est des choses étranges qui s'y circulent. Alors, le dark web,
Le darknet, le deep web, ce sont des mots un petit peu barbares pour les néophytes. Pourtant, ce ne sont pas des choses qui sont forcément sombres. C'est simplement utilisé aussi par des cybercriminels et la criminalité organisée en général. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais il faut savoir que le deep web, lui, c'est ce qu'on appelle le web profond. C'est-à-dire qu'il n'est pas indexé, c'est comme une partie immergée d'un iceberg qui est beaucoup plus importante d'ailleurs que toutes les données qui sont indexées dans les moteurs de recherche et autres, quand on fait une recherche par exemple. Et ça peut être, par exemple, je sais pas, quand vous allez sur Internet, vous faites certaines manipulations pour consulter votre compte bancaire. Voilà, vous accédez à une part du deep web à travers cette méthode-là. Après, on a le dark web qui lui aussi est du coup non indexé, accessible avec des outils spécifiques sur lesquels on trouve le darknet pour le coup qui consiste en des réseaux parallèles. C'est une fraction en fait du web en lui-même. Ce ne sont pas des choses que l'on voit régulièrement et c'est vrai qu'elles sont un petit peu réservées à des personnes qui savent utiliser les outils numériques, mais ce n'est pas à prendre de manière aussi négative que ce que l'on entend généralement. Ouais, ben, parce que c'est sûr que les forces de l'ordre vont dépeindre ça de façon négative, mais c'est parce que ça sert beaucoup à des lanceurs d'alerte, beaucoup à des informateurs dans des pays contraignants. On parle enfin, juste pour être dans l'actualité, l'Afghanistan qui vit un problème de droits humains très important à l'heure actuelle avec la reprise du pouvoir par les talibans. Ce sont des contextes où l'usage de ces éléments-là du darknet sont davantage légal ou pas légal, mais disons dans une saine utilisation, contrairement à ce qu'on nous montre par les forces de l'ordre qui veulent dire que c'est juste les méchants puis les criminels qui vont là. Des fois, c'est des gens qui ont des problèmes pour leur survie, d'atteindre à leur vie, qui utilisent ce genre qui fondamentalement utilisaient ça pour ça, puis ça a dévié par après, là, parce que les criminels ont eu l'opportunité, là, mais Oui, ce sont des personnes qui s'adaptent toujours aux outils, mais il faut bien savoir que savoir naviguer de façon sécurisée et complètement anonyme peut sauver des vies dans ce cas-là. Et vous vous souvenez, quand on disait justement que ce n'est pas parce que une personne se fiche de la protection de ses données et qu'elle n'a rien à cacher que ce n'est pas le cas d'autres personnes. En ce moment, ces outils-là peuvent sauver des vies en Afghanistan. par exemple, c'est ça, il y a pas de. C'est ça, c'est pas l'outil qui est important, c'est le type la nature de l'usage, mais eux autres, c'est Oui. en termes de droits humains puis de vie humaine, c'est terrible ce qui se passe. Puis ces outils-là doivent être fortement en utilisation à l'heure actuelle. Puis ils leur sont très utiles pour organiser soit la fuite pour éviter de se faire littéralement tuer pour support du régime précédent. Donc, ça a une finalité intéressante, mais sinon, c'est sûr qu'on va parler du Silk Road, entre autres, qui utilisait ce genre de choses-là pour déplacer des grandes quantités de drogue, entre autres, sur des marchés plus obscurs. Mais ça, il demeure que l'humain étant ce qu'il est. Et les forces de l'ordre ont la capacité aussi maintenant d'aller naviguer là-dedans pour retracer, là. Oui, oui, ils savent très bien s'y immerger, mais pour autant, c'est pas quelque chose qu'il faudrait détruire ou autre, justement pour ces utilisations-là, qui sont indispensables à certaines personnes. Effectivement. Allons à la question suivante que tu poses. Puis là, c'est un dossier plus typiquement français parce qu'on n'a pas cette notion-là ici. Mais le dossier médical partagé, justement, qui est une espèce de registre dans lequel l'accès aux données médicales est contrôlé par le citoyen. Alors effectivement, c'est quelque chose de plutôt récent. Le dossier médical partagé ou DMP, c'est effectivement français. Dans ses débuts, il fallait solliciter l'ouverture de ce dossier médical partagé qui permettait donc de donner accès à toute personne du corps médical, médecin, infirmière à domicile, les pharmacies, etc., aux données du patient. Aujourd'hui, malheureusement, l'ouverture est automatique et il faut faire le geste de s'opposer à cette ouverture-là. L'information qui est apportée aux personnes est encore insuffisante.
je trouve, et on a des risques de dérive, notamment en termes de sécurité, par rapport à ce qui est mis en place en fait autour de ces données-là. Par exemple, dans un registre proche, on va dire, actuellement, on a les données de 700 000 Français concernant les tests Covid qui ont fuité. Voilà, donc on peut se poser la question de cette ouverture automatique, de cette gestion par des personnes qui finalement ne sont pas suffisamment informées, pas suffisamment formées pour des données de santé. C'est On a eu effectivement très inquiétant. On voit ce problème-là également ici dans le cas du COVID, où les bases de données certains nombres ont également fuité. Donc, c'est sûr que le traitement de ces informations-là doit être à la hauteur des informations qui sont à l'intérieur, ce qui n'est pas toujours le cas, justement, par un manque de formation des gens qui mettent en place ces systèmes et qui opèrent ces systèmes-là. C'est ça, du moment où les données de santé sont numérisées et accessibles par le web, elles sont exposées. En 2018, on a 1,5 million de dossiers médicaux volés à Singapour, par exemple. Imaginez ce qu'on peut en faire. Oui, puis justement, ça vient jouer sur ce que les gens ont accès à la société parce qu'il va y avoir des biais négatifs selon certains résultats qui peuvent être contenus dans ces données-là. Je pense que tu parles de la capacité que les gens ont de contrôler ce dit dossier-là parce qu'il y a quand même une capacité qui est donnée aux citoyens, là. Bien sûr. Alors, théoriquement, ils peuvent tout à fait le contrôler, en interdire l'accès à certains personnels médicaux, etc. Mais dans la vie de tous les jours, je connais très peu de personnes qui ne sont pas d'ailleurs un minimum formées au cyber qui le savent et qui le font. C'est assez problématique de ce point de vue. C'est ça, on revient toujours au fait, puis là, c'est ça qu'on participe à diffuser ces informations-là pour aider les gens à prendre des décisions éclairées, parce que la plupart des gens, même les gens du domaine, ont beaucoup de misère à ça, puisque déjà le domaine est d'une très grande amplitude. C'est très difficile de tout maîtriser, ce qui est à l'intérieur de celui-ci, donc de se faire rappeler ce genre de choses-là est ultra pertinent. Puis bon, dans ce cas-ci, l'institution publique aurait dû davantage guider les gens à un sain usage ou à une fermeture par défaut et une ouverture à la demande. C'est plus, au point de vue sécurité, je préfère ça genre tout est interdit, puis là, c'est moi qui décide de fournir ce que j'ai à fournir et non qu'on m'impose une ouverture élargie et que je dois faire l'effort de refermer, là. Tout à fait, tout simplement parce que l'ouverture à la demande implique quasiment automatiquement que la personne sait à quoi elle s'engage. Après, il ne faut pas nier que ça peut être très pratique, notamment pour des personnes dépendantes et l'équipe encadrante de ces personnes-là, qui du coup ont beaucoup plus de facilité à gérer les informations de la personne et son quotidien. Absolument. Très intéressant. J'espère que ce modèle-là va se répandre et se publiciser justement pour mettre dans la capacité des citoyens des outils plus forts justement pour davantage être capable de protéger leurs informations. On va aller à l'autre. C'est là très intéressant parce que je sais que les Français aiment beaucoup manifester. Comment manifester pacifiquement? C'est important le mot pacifiquement dans ce cas-ci. Le terme est clé là, ici parce que si on c'est pas pacifique, là, si on fait du grabuge, là, il y a d'autres choses, mais dans un contexte de manifestation pacifique, et d'éviter de se faire identifier. Tu mentionnes dans ton livre plusieurs éléments. Un des éléments que j'ai trouvé intéressant de ne pas mentionner, c'est justement l'usage d'un cellulaire qui, avec les MD Catcher, par exemple, surtout en Amérique du Nord, on l'a beaucoup vécu, le fait de juste savoir qui est présent par la présence de 10 cellulaires. Voilà. Alors, manifester sans se faire identifier abusivement, je pense que ça doit rester un droit et il est moins dangereux de manifester en France de ce point de vue qu'en Amérique. On l'a bien vu pour les manifestations suite à la mort de George Floyd en 2020. On a eu des reconnaissances faciales des personnes présentes avec les drones Predator. On a vu la captation justement des données de tous les smartphones environnants qui se sont même vus envoyer des messages publicitaires.
Voilà, on a des choses comme ça. Alors, les recommandations, clairement, c'est commencer par protéger ces données, celles des autres. On ne fait pas de photos et de vidéos pour les diffuser avec les visages comme ça. On floute les visages, on utilise des outils spécifiques aussi pour effacer les métadonnées. Il y a Scrubber qui efface les métadonnées des photos, par exemple, qui est plutôt bien. Euh, Ensuite, c'est aussi les données de localisation et puis l'utilisation d'une messagerie chiffrée. Autrement dit, je dirais que si vous voulez aller manifester de manière plutôt sécurisée, prenez un téléphone qui n'a pas de connexion Internet. Prenez ces vieux téléphones, voilà, avec un numéro que vous n'utilisez que pour échanger quelques messages pratiques éventuellement. Après, bon, il y a tous les soucis liés à la reconnaissance faciale qui est utilisée en Amérique, mais pas encore en France. On a d'ailleurs un rapport parlementaire du député Jean-Michel Miss qui va bientôt sortir le 9 septembre, qui traite une partie de ce sujet-là. Néanmoins, il faut savoir se protéger et aussi protéger les autres dans ce type de situation. Absolument. Puis de toute façon, le cellulaire est rendu un outil de localisation que les forces de l'ordre ont compris depuis longtemps, qu'ils utilisent justement pour repérer, identifier les personnes. Là, tu parlais de justement le Black Lives Matter, ce qui a été vraiment là, aux États-Unis très flagrant comme abus de surveillance sur des gens qui majoritairement manifestaient de façon très pacifique là, dans ce cas-ci. Pas tous, mais en tout cas la majorité l'ont été. Donc c'est très troublant. On a ce genre de choses-là, d'autres avec le G7 qui s'était présenté près de chez nous. On a hérité de scanners de plaques d'automobiles. Fait que les automobiles, on a hérité ça a été mis en place pour cet événement-là et ça n'a jamais été retiré. Donc, on est dans un contexte où, malgré nous, on est surveillé, même dans des contextes comme celui-là, qui reste par la suite. Puis c'est ça qui est dommageable, c'est que ça reste toujours. C'est la grande problématique et la France est en train de regarder d'ailleurs l'utilisation et les façons législatives en fait d'autoriser ces utilisations de reconnaissance faciale et autres pour les grands événements à venir, la Coupe du Monde de rugby et les JO de 2024. La grande crainte, c'est que les outils mis en place restent par la suite, vraiment. Ça en fait partie. Puis c'est aussi la déviation d'usage des données qui sont recueillies. Parce que si c'était dans un cas, les données avaient une durée de vie définie, a été recueilli que pour l'événement en question, puis était détruit sainement à la fin. Puis d'ailleurs, on le voit, l'un des problèmes en Afghanistan, c'est que les données biométriques des gens là-bas et les équipements associés sont restés quand les Américains se sont retirés. Et justement, là, c'est un problème grave parce que là, les talibans qui sont rentrés ont la capacité biométrique d'identifier les gens clairement parce que ces bases de données-là n'ont pas été sainement détruites à la fin de l'usage. Donc, au retrait des Américains, l'usage était terminé. Donc, à ce moment-là, les données auraient dû être détruites. C'est beaucoup plus ça, à mon sens, qui est dommageable que l'usage pendant le moment où il a un objectif clair. Et c'est quand on change l'objectif pour d'autres choses, parce que l'appétit de surveillance, il est immense de ces groupes-là. Donc, si cet appétit-là n'est pas mis en garde à vue, on a un problème, puis socialement, on n'est pas capable, en tout cas du moins pour le moment, de mettre un frein à cet appétit-là. Là. Non, il faut savoir faire le ménage après les utilisations initiales. On est bien d'accord. Tout à fait. Puis ça fait essentiellement le tour des sujets de cette rubrique-là. On a abordé à travers d'autres questions, des questions connexes, dont la sécurisation des communications avec SIAN qu'on a déjà discuté, ou les raquettes aussi, ne pas divulguer l'information, même si nous le demandent. Même puis j'ai juste pour ça, elle me fait beaucoup rire parce que dans ton livre, tu mentionnes, oui, de point de vue écologique, pas de coupon-caisse, mais la réalité, c'est qu'envoyer un courriel coûte de l'énergie et je ne sais pas si cette énergie-là qu'on dépense à l'envoi du courriel n'est pas plus élevée que le coût écologique du coupon-caisse. Fait que cette analyse-là est intéressante et je crois que ça vaudrait la peine de regarder au-delà de tout ça. Et en dehors de tout fait que là, on doit divulguer nos adresses courriel, tout ça, puis tant qu'à adresser nos adresses courriel, ProtonMail le fait pas, mais il y a certains services qui le font, comme Apple le fait, Fastmail le fait, c'est d'avoir des adresses anonymes, c'est-à-dire qu'ils sont pas des adresses jetables, mais qui sont générées automatiquement
par les appareils, donc ils nous enlèvent le fardeau de générer nous-mêmes à ce moment-là. Parce qu'on n'a pas nécessairement abordé dans les différents éléments. C'est des moyens plus offensifs pour se protéger contre cette capacité-là de surveillance que les commerçants et les États se mettent contre nous. C'est vrai que c'est assez pratique. Après, pour les options qui n'existent pas encore de ce point de vue-là, on peut utiliser une adresse mail poubelle. Je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est-à-dire qu'il faut une adresse mail privée, donc c'est-à-dire les amis, la famille, etc. Une adresse mail professionnelle, strictement encadrée, et une adresse mail poubelle qui reçoit ce type d'utilisation commerciale et autres, et puis qu'on change régulièrement pour s'épargner des listes et des listes de spam. De spam entre autres, puis de se faire suivre, puis de se faire profiler de différentes façons. Moi, ça complète le sujet. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur celui-ci? Je pense qu'on l'a quand même bien couvert. Alors, je n'ai rien ajouté, sauf simplement rappeler encore une fois que la sécurité, c'est surtout une affaire de comportement. Voilà. Maîtriser son comportement et faire l'effort d'adopter les gestes d'hygiène numérique, c'est se protéger à 90-95% des saletés qui peuvent circuler sur Internet et tout ce que l'on ne maîtrise pas forcément. Absolument, c'est comme verrouiller sa porte, c'est comme ces habitudes-là qu'on a dû prendre avec le temps. Donc, c'est les mêmes genres d'habitudes qu'on doit prendre dans le numérique pour protéger, pour à peu près les mêmes raisons qu'on se protège dans le monde physique avec en verrouillant notre porte. Tout à fait. Merci beaucoup, puis on remet ça pour le 4e chapitre. Merci à toi. Très bonne journée et à bientôt alors. Bientôt.